J'en étais où déjà? Ah oui, c'est vrai. Je vous racontais comment en tant que scientifique, j'avais découvert un effet secondaire grave du médicament que j'avais développé, le Montanovox. Cet effet secondaire avait emprisonné l'un de mes sujets, S47, dans son propre esprit pendant ce qu'il a perçu comme 8 millions d'années. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais une certaine Hélène Kaizen est venue me demander de lui faire subir le même sort. Bien sûr, rien ne s'est déroulé comme prévu. Et c'est ainsi que j'ai dû prendre moi-même ce médicament, me retrouvant dans la même situation qu'S47. J'étais suspendue dans les airs. La charge d'Hélène sur moi m'avait propulsée, et mes 2 pieds avaient quitté le sol. À la périphérie de ma vision, je pouvais voir les chevilles et la main gauche d'Hélène. La seringue était toujours plantée dans mon cou. Une piqûre douloureuse et agaçante qui ne s'atténuait pas. J'ai supposé qu'elle était vide, et qu'Hélène avait injecté les 100 ml de Montanovox dans mon sang. J'attendais, et rien ne changeait. Je fixais toujours le sol. Les pieds et la main d'Hélène restaient une forme floue dans mon champ de vision périphérique. Je continuais à attendre, mais rien ne changeait. J'avais commencé à crier quand Hélène m'avait percuté. Ma poitrine était toujours comprimée. Mes muscles abdominaux pressaient mes poumons, forçant l'air à traverser mes cordes vocales. Mais aucun son n'en sortait. Et la pression dans ma poitrine ne diminuait pas. Je criais encore, mais avec une lenteur incroyable. Ma vue du sol, elle aussi, restait inchangée, et je repensais à l'idée que j'étais comme un insecte fossilisé dans l'ambre. Fossilisé, oui. Il n'y avait pas d'autre mot. Avec rien d'autre à regarder que le sol, j'avais tout le temps de réfléchir à ce mot. Il implique des millions d'années. Du point de vue du fossile, c'est une durée interminable de néant. Rien d'autre qu'une attente infinie dans la terre ou au fond d'une roche sédimentaire dans une obscurité immuable. S47 avait vécu 8 millions d'années de conscience dans la station de métro. C'est une durée géologiquement significative. C'est plus long que le temps qu'il a fallu pour que des hominidés anciens comme Lucie évoluent en humains modernes. Imaginez tout ce qui a jamais compté dans l'histoire de l'humanité. L'invention du langage, l'utilisation du feu, le lent développement de l'agriculture, les sumériens, les pyramides, le système féodal. Imaginez passer tout ce temps dans une obscurité muette. Est-ce que c'était ce qui m'attendait ? J'étais malade de peur et de désespoir. L'attente était insoutenable. Je pensais aux hominidés anciens, je pensais à tous les films que j'avais vus, à tous les livres que j'avais lus. Je pensais à mon enfance, à ma carrière. J'attendais encore, mais toujours rien. Combien de temps perçu avais-je vécu ? 5 heures ? Un jour ? Tout cela sans que rien ne change hormis mes pensées. Juger le passage du temps, c'était extrêmement difficile. Je criais toujours. L'air sortait lentement de ma poitrine. Je n'avais pas inspiré depuis des heures dans mon cadre temporel. À force d'attendre, quelque chose changea enfin. Le sol était plus proche. Les pieds et la main d'Hélène s'étaient légèrement déplacés l'un par rapport à l'autre. Cela signifiait que je pouvais encore apercevoir l'avancée du temps. Peut-être un 10e de seconde s'était écoulé depuis qu'Hélène m'avait planté la seringue. Je me rappelais que je tombais face la première, hors de tout contrôle. Cela semble drôle, mais j'avais oublié que j'étais en l'air, déséquilibrée par une collision à haute vitesse et énergie avec Hélène. Tant de temps s'était écoulé dans mon cadre temporel que ma lutte avec Hélène était un souvenir lointain. Même si cela prenait des jours, voire une semaine dans ma situation avant que je ne touche le sol, je devais commencer à planifier mon atterrissage maintenant. Je voulais que mes bras se lèvent pour protéger ma tête quand je heurterais le sol. Ensuite, j'ai trouvé des moyens de passer le temps. J'écrivais des poèmes dans ma tête et les mémorisais, puis je repensais au Montanovox. Hélène avait pris un somnifère, le médicament qui avait causé une interaction médicamenteuse extrême chez S47. Tout cela avant que je lui injecte 40 mg de Montanovox. Selon le bulletin sur les réactions indésirables, l'accélération mentale extrême qui avait tué S47 était probablement due à l'interaction entre le Montanovox et l'ambienne. Mais je n'avais pas pris le somnifère qui interagissait avec le Montanovox. Pourquoi est-ce que j'avais une réaction au médicament comme S47 ? J'imagine que c'était à cause des 100 mg de Montanovox injectés directement dans mon cou. Qu'est-ce que je savais de la pharmacocinétique du Montanovox ? Beaucoup en tant que chercheuse principale des essais humains. Comme Hélène, S47 et moi avions pris des doses différentes de manière différente. Nous avions des taux d'absorption et de distribution variés pour le Montanovox. Ma réaction extrême pouvait être due à la dose énorme que j'avais reçue plutôt qu'à une réaction avec un autre médicament. Qu'est-ce que cela signifiait pour l'antidote ? Est-ce qu'il fonctionnerait pour moi ? Le flumazénil est un antagoniste des benzodiazépines, utilisé pour inverser totalement ou partiellement les effets négatifs causés par les benzodiazépines. Le Montanovox n'est certainement pas un sédatif,
mais il affecte les mêmes récepteurs GABA auxquels le flumazénil se lie. Mon hypothèse éclairée était que l'antidote fonctionnerait pour moi. Le seul problème, c'était qu'il pourrait me falloir des années de mon point de vue, juste pour marcher jusqu'à la table avec l'antidote et me l'injecter. Mes bras ont fini par se lever, comme des plantes poussant lentement vers le soleil. Ils étaient initialement écartés pour repousser Hélène, et ils s'étaient levés lentement pour protéger ma tête de la chute au ralenti. Le sol était encore plus proche maintenant. J'accélérais vers lui. Le fait de bouger mes bras avait introduit un mouvement de torsion à ma chute, et ma vue était passée lentement du sol à Hélène. Elle tombait avec moi. La manière dont elle s'était jetée sur moi l'avait envoyée sur une trajectoire qui la ferait finalement atterrir derrière moi. Ce mouvement complexe se développait et évoluait lentement sur des heures et des jours. Les chevilles d'Hélène glissèrent dans mon champ de vision après que j'ai commencé à bouger mes bras. J'essayais à nouveau de trouver des moyens d'occuper mon esprit pour que l'attente de plusieurs jours jusqu'à ce que je touche le sol soit supportable. Je commençais à écrire un roman dans ma tête. Et c'est là que j'ai enfin vu les genoux d'Hélène. À ce moment-là, j'essayais de me souvenir des paroles de toutes les chansons que j'avais jamais entendues. Puis l'ourlet de sa blouse blanche était rentré dans mon champ de vision. Enfin, je pouvais voir son visage. Ses yeux étaient fixés sur moi. Est-ce qu'elle étudiait la manière dont je me déplaçais dans l'air ? Est-ce qu'elle planifiait et optimisait ses prochains mouvements en fonction de la manière dont elle prévoyait que j'atterrirais ? Je suis tombée pendant presque une année. Si Hélène m'avait percuté au printemps, j'avais passé l'été en l'air, me préparant à toucher le sol. Quand j'ai enfin senti mon bras effleurer doucement la surface dure, c'était comme le premier jour de l'automne. Imaginez passer tout un été à fixer un visage qui vous regarde en retour. Tout un été à essayer d'imaginer ce qu'elle pensait, à penser ce qu'elle allait faire ensuite. Penser. J'étais déjà tellement fatiguée de penser. Tout ce que j'avais dans la tête, je l'avais déjà ressassé encore et encore. Tout cela en l'espace d'une seconde en temps normal. Je me suis mise à pratiquer la méditation, à apprendre à vider mon esprit. Ça faisait passer le temps plus rapidement. J'ai atterri sur mon épaule et l'impact a commencé comme un chatouillement à peine perceptible dans mon bras. Puis le chatouillement s'est transformé en une pression douce, puis une pression moins douce. Et enfin, j'ai ressenti de la douleur. J'essayais d'ajuster mon corps pour que la chute se transforme en une roulade, mais le décalage entre penser à bouger mon corps et le mouvement musculaire réel était trop grand. Je suis parvenue à me tordre dans une chute encore plus maladroite, sauvant mon épaule au prix d'écraser mon visage. Ma pommette heurta le sol en premier. Comme pour mon épaule, l'impact commença par un léger chatouillement, mais aussi inévitable que l'arrivée de l'hiver, et presque aussi lentement, ça s'était transformé petit à petit en douleur. J'imaginais une vidéo ralentie extrême d'un boxeur recevant un coup au visage. À l'instant où le coup atteint, le visage du boxeur devient un désordre méconnaissable de peau et de cartilage qui rebondit et s'étire. J'avais l'impression que la même chose arrivait à mon visage. Mais dans mon cadre temporel accéléré, mon visage restait figé dans un masque déformé, écrasé et brisé pendant des semaines. La peau au-dessus de mon œil s'était déchirée dans un dézippage lent et douloureux, puis quelque chose s'était plié lentement avant de se casser dans mon nez. La pression sur une de mes molaires avait poussé simultanément la dent dans l'intérieur de ma joue et l'avait fait sortir de ma mâchoire. J'ai grimacé et ça a duré pendant des jours. J'ai de nouveau pratiqué la méditation. Je commençais à être bonne à ça. Mes paupières ont fini par s'ouvrir à nouveau et j'ai eu droit à une vue différente. Entre la chute simultanée d'Hélène loin de moi et la torsion soudaine de mon cou causée par l'impact, je me retrouvais à regarder à travers la chambre de capture vers la plateforme éloignée. Les choses sanglantes et bizarres qui se passaient sur la plateforme semblaient maintenant un problème datant de plusieurs années, bien que seulement quelques secondes s'étaient écoulées depuis que le sujet d'essai était mort et que son fils s'était fait liquéfier sous mes yeux. Mais quoi qu'il se passait là-bas, cela avait poussé Hélène à m'injecter le Mentanovox. Maintenant, avec 100 mg de Mentanovox hurlant dans mon cerveau, je voyais ce qu'Hélène voyait. Il y avait un trou dans l'espace au-dessus du lit du sujet. Un puits noir, parfaitement pentagonal flottait dans l'air à environ 1 mètre au-dessus. Ce n'était pas une illusion de perspective ou un effet de lumière dans la pièce. C'était un trou flottant, une coupure nette et propre à travers notre espace tridimensionnel vers un endroit encore inconnu. Je me suis souvenu de ce qu'Hélène avait tapé sur l'écran de message juste avant de m'injecter. Il a pris sa seconde mort dans le portail. Ce trou flottant à 5 côtés devait être le portail dont elle parlait. Mais il y avait plus. Quelque chose. Une espèce de langue ou de tentacule qui s'était étendu hors du puits flottant et s'affairait à aspirer la boue qu'était devenu le fils du sujet d'essai. J'ai commencé à crier.
Bien sûr, dans mon état hyper accéléré, aucun cri ne sortait. Le son finirait par sortir de ma bouche des mois après que mon cerveau ait envoyé le signal de crier dans une terreur aveugle à mes poumons et mes cordes vocales. Mais sans le soulagement d'entendre un cri, mon esprit marinait dans la peur et la terreur. Je suis finalement parvenue à me calmer mentalement jusqu'à un état de peur plus maîtrisé. J'avais toujours peur, mais j'étais capable de prêter attention à ce qui se passait et de trouver un moyen d'atteindre la sécurité. En repensant à ces longs moments de peur où je commençais à réaliser à quel point les expériences d'Hélène étaient dangereuses et maléfiques, j'ai pensé que ce qui m'arrivait se produirait relativement vite. Soit je serais bientôt tuée parce qu'il se frayait un chemin hors du portail, soit je m'injecterais l'antidote et m'échapperais. Même après avoir été emprisonnée dans le temps lui-même, pendant ce que je percevais comme plus d'1 an, je n'avais aucune idée de l'immensité de l'océan de temps qui m'attendait. Pour mon esprit surdosé, ma lutte pour la survie durait plus qu'une vie humaine. Ma première impression de la chose qui sortait du portail était qu'il s'agissait d'une tentacule. À y regarder plus près, et j'avais tout le temps pour cela, on aurait plus dit un insectoïde qu'un céphalopode. De ce que je pouvais voir, la chose avait 5 articulations en forme de coude. De mon point de vue, avec mon visage écrasé et figé, cela semblait avoir un exosquelette ou une carapace de crabe. Et c'était parsemé de ça et de là de petits poils et de pores. Une touffe emmêlée de morceaux de chair rouge de la taille d'un doigt et d'apparence humide sortait des trous à l'extrémité. Chacun se courbait comme une langue de chien, buvant la bouillie liquéfiée qui avait été un homme quelques secondes plus tôt. Aussi horrible et étrange que cela fût, j'étais contente d'avoir quelque chose d'autre à regarder et à penser. Je fixais et refixais la plateforme. J'étudiais cette scène immuable avec l'intensité d'un détective d'homicide, étudiant des photos d'une scène de meurtre non résolue depuis longtemps. Je remarquais que le portail à 5 côtés était parfaitement aligné avec le centre pentagonal de l'étoile inscrite dans un cercle lumineux et créé par l'équipement étrange entourant le lit du sujet d'essai, mais aussi de la plateforme où il reposait. Le panneau que j'avais vu sur l'immense porte avant de rentrer indiquait qu'il s'agissait de la chambre de capture. Cet équipement était-il là pour capturer le portail ? Le capturer de quoi ? Pourquoi un homme devait-il mourir au centre de cette machinerie tourbillonnante pour que le portail soit capturé ? Le mot portail implique un passage entre 2 lieux. Si cette chambre de capture était une extrémité du portail, qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté ? Jusqu'à ce qu'Hélène me plante une dose massive de Montanovox, je ne pouvais rien voir d'autre que l'homme en train de se liquéfier sur la plateforme. Pourquoi est-ce que je ne pouvais voir cela qu'avec un esprit hyper accéléré ? Je me suis mis à développer et à affiner ces questions pendant ce qui semblait être des mois. Je cherchais des réponses, à la fois dans ma mémoire et dans les détails de la scène. J'étudiais l'équipement étrange qui semblait avoir capturé le portail, élaborant théorie après théorie sur son fonctionnement, sans réel moyen de déterminer laquelle était juste, si tant est qu'il y en ait une de correcte. Finalement, les forces complexes que j'avais mis en mouvement avec ma chute désordonnée et ma torsion ont tourné mon visage ensanglanté loin de la plateforme et de nouveau vers Hélène. Elle avait déjà touché le sol lorsque j'ai pu la voir à nouveau, et elle commençait à se redresser. Heureusement, elle ne me fixait plus. Ses yeux étaient maintenant rivés sur le portail. J'ai ramené mon genou à ma poitrine et j'ai poussé mes mains vers le sol. Puis j'ai commencé à effectuer d'autres mouvements. Je planifiais méticuleusement comment je stabiliserais ma chute et me releverais. Puis, j'ai attendu que mes membres coopèrent et que la gravité et l'élan me fassent lentement rebondir et glisser sur le sol. De temps en temps, je faisais de légers ajustements à l'endroit où allaient mes mains et mes pieds. Et soudainement, je crachais la molaire qui s'était détachée lorsque j'avais percuté le sol. Je me suis stabilisée et je me suis relevée. J'ai senti mon système nerveux autonome passer mon souffle d'une expiration à une inspiration. Tout ce qui s'était passé depuis qu'Hélène m'avait poignardé avec la seringue s'était produit en seulement une inspiration. J'ai gardé les yeux sur Hélène tandis que je me relevais. Hélène était restée figée sur la plateforme au loin. Quelque chose en elle semblait différent. J'ai continué à attendre et à méditer. Je concevais une horloge mécanique dans mon esprit. Et je méditais encore plus. Le visage d'Hélène s'était mis à changer davantage. Elle affichait maintenant un air de peur. Elle avait tendu son index et avait commencé à lever son bras. J'ai reconnu le geste alors qu'elle venait tout juste de commencer à le faire. Elle pointait vers la plateforme. J'ai tourné mon cou pour jeter un coup d'œil au portail et incroyablement ma situation avait empiré. Une seconde trompe longue et articulée avait émergé du trou. Celle-ci ne visait pas la flaque rouge de l'homme sur le sol. Peu importe ce qui se trouvait dans ce portail, était en train de projeter ce second appendice vers nous. Je ne savais pas encore ce qui allait m'attendre, mais ça n'allait faire qu'empirer la situation dans laquelle je me trouvais à cause du Montanovox.
go back home. Maybe we could leave some resources here. What are the odds that we can actually find... Fuck, we don't have battery. What are the odds that we can actually find copper down here? In the dark. At night. This life pod is already marked on